Vous êtes-vous déjà senti seul et en danger? Enfermé dans un endroit où il est quasiment impossible de vous échapper et où la mort vous guette? Ce n'est qu'une question de temps. Si vous ne connaissez pas cette sensation, écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. Le comté de l'Essex, en Angleterre, est éclipsé du fait de sa proximité avec la capitale du pays, Londres, qui concentre la majorité de l'attention et même du tourisme de manière générale. Pourtant, les Anglais, ainsi que les connaisseurs, apprécient ce morceau du territoire, qui contraste avec l'hyperactivité londonienne, mais offre un cadre de vie parmi les plus agréables du royaume. Il est possible de prendre un grand bol d'air frais en traversant les multiples prairies du comté, se relaxer au bord de l'eau en appréciant les produits frais tout juste pêchés de la mer, ou encore bénéficier d'une dose d'histoire en visitant les châteaux qui parsèment le territoire. Ce sont sans doute tous ces avantages, ainsi que l'héritage familial, qui ont conduit la famille Bamber à s'installer puis à perdurer dans le comté de l'Essex. June et Neville Bamber sont les propriétaires d'une ferme à l'extérieur du village de Tolleson Darcy qui appartenait auparavant au père de June. Neville est un ancien combattant de la Royal Air Force qui, après ses années de service, s'est reconverti en magistrat pour un petit tribunal local. June, quant à elle, n'avait pas d'emploi avant de s'occuper de la ferme aux côtés de son époux. Tous deux se sont mariés en 1949, à l'âge de 25 ans, et cette même année, ils ont emménagé dans leur corps de ferme. Cela fait des décennies qu'ils occupent ce terrain. Après leur rencontre, leur mariage, l'étape suivante aurait été de fonder un foyer prospère avec leurs enfants. La vie étant capricieuse par moments, il arrive qu'elle puisse jouer des tours à nombre d'entre nous. Pour les Bamber, il est impossible de concevoir un enfant, la génétique s'y opposant. Ce n'est pas pour autant que le couple baisse les bras. S'ils ne peuvent procréer, il leur est toujours possible d'adopter des orphelins. C'est ce qu'ils font, avec 2 bébés, un garçon nommé Jeremy et une fille appelée Sheila. Neville et June sont de très bons parents. Ils ne négligent pas l'éducation de leurs enfants qui entreront dans plusieurs établissements privés renommés pour la qualité de leur enseignement. Il faut dire que les finances sont au beau fixe. Les Bamber peuvent aisément se permettre de telles dépenses. Et même si durant plusieurs années, les relations familiales connaîtront des hauts et des bas comme dans toute famille, bien que l'absence de lien biologique puisse compliquer les choses parfois, Jeremy et Sheila atteignent l'âge adulte sans réels encombres dans leur vie. En 1985, Sheila est âgée de 28 ans, Jeremy de 24, Neville et June de 61 ans, et tout le monde profite de l'été quand arrive cette nuit du mercredi 7 août. Ce mercredi 7 août, il est 3h30 du matin, tout est calme dans l'Essex, et puis une sonnerie de téléphone retentit. Cela sonne chez Jeremy Bamber. Réveillé en sursaut par le bruit assourdissant du combiné, le jeune homme décroche. Curieux de savoir qui peut l'appeler à un horaire aussi matinal. C'est son père adoptif, Neville. Ses premiers mots sont incompréhensibles pour Jeremy, qui se concentre parce qu'il a remarqué que le débit de la voix de son père est anormal. Il parle comme s'il se trouvait dans un état de panique, et pour cause, c'est précisément le cas. Le jeune homme entend la phrase suivante. « Ta sœur est devenue folle, elle est armée !» Inquiet, Jeremy tente de comprendre la situation. Quelques minutes s'écoulent et puis c'est le silence complet. Plus personne ne répond à l'autre bout du fil. Angoissé par ces événements, le jeune homme ne perd pas une seconde et appelle la police à qui il rapporte la conversation qu'il vient d'avoir avec son père, sans omettre de préciser que sa sœur pourrait avoir un comportement menaçant et qu'elle serait armée. Il est demandé à Jeremy de rejoindre les autorités devant la propriété. La police débarque sur les lieux 1h30 après le coup de téléphone du fils de la famille. À cet instant, il est 5h du matin. À leur arrivée, tout est calme, et la maison est plongée dans le noir, ce qui est étrange après l'agitation décrite par Neville Bamber. Puisqu'une arme pourrait être utilisée dans ce qui paraît être une altercation familiale, les policiers anglais n'entrent pas à l'intérieur de la propriété. C'est l'une des particularités de la police anglaise, les agents ne sont pas équipés d'armes à feu, hors cas très spécifiques bien entendu ou unités spécialisées. Ce qui signifie qu'ils n'interviennent pas dans ce genre de cas où un potentiel forcené serait reclus à l'intérieur d'un bâtiment.
Ils patientent et attendent que soit la situation se décante, soit une unité spéciale se charge de la situation. Dans le cas de la famille Bamber, aucune exception n'est faite. Les policiers se placent à bonne distance de la maison, avec Jérémy à leur côté, et tentent simplement de communiquer avec les personnes se trouvant à l'intérieur du domicile à l'aide d'un mégaphone. L'efficacité de cette procédure peut être discutée, mais elle est celle des autorités anglaises. Plus de 2 heures durant, une tentative de communication est lancée sans qu'elle n'obtienne la moindre réponse en provenance de la maison, qui reste plongée dans le noir et le silence, si ce n'est des aboiements réguliers du chien de la famille. Les policiers sollicitent Jérémy pour un peu de contexte autour de ces événements curieux. Le jeune homme explique qu'un repas de famille a eu lieu ce soir-là. Il y a eu un peu de friction à la fin du dîner, juste avant qu'il reparte chez lui, mais rien qui ne justifierait un drame d'une telle ampleur. Il ajoute qu'il a laissé dans la propriété un pistolet lui appartenant ainsi qu'une carabine Anschütz de calibre 22, ces 2 armes étant fonctionnelles et chargées. Pratiquement 3 heures se sont écoulées depuis l'arrivée des premiers agents de police sur les lieux. À 7h54, l'unité armée entre enfin dans la maison afin de comprendre les événements qui se sont produits dans la bâtisse. Une fois à l'intérieur, c'est toujours le calme plat. Tout est sombre et le groupe d'hommes avance prudemment en visitant le rez-de-chaussée dans un premier temps. Les voici qui s'approchent d'une pièce, a priori la cuisine. À l'intérieur, cela semble être le désordre et au fond, il y a une chaise renversée. À côté de celle-ci, il y a du sang, mais surtout un corps gisant au sol. Voilà la dépouille de Neville Bamber. Cette macabre découverte fait froid dans le dos. La tension augmente un peu plus chez les policiers qui continuent leur tour de la maison après avoir constaté le décès de l'homme. Et il faut dire que les 8 impacts de balles sur son corps montrent qu'il n'a eu quasiment aucune chance de s'en sortir. D'autant plus que 6 sont venus se loger au niveau de son crâne et il est quasiment méconnaissable. Les policiers ne peuvent plus rien pour lui. Ils doivent donc continuer d'avancer et de façon encore plus précautionneuse après cette découverte. Une fois le rez-de-chaussée entièrement visité, sans autres membres de la famille retrouvés, les hommes des forces de l'ordre montent à l'étage. Ils progressent lentement, essayant de se faire le plus discret possible, ce qui n'est pas une tâche facile dans une vieille demeure dont le plancher tout aussi ancien est composé d'un bois travaillant constamment et craquant au moindre pas. En haut, ce sont principalement des chambres qui composent l'habitation. Dans 2 d'entre elles se trouvent 4 cadavres supplémentaires, ceux de June, Sheila, ainsi que les 2 garçons de cette dernière, Daniel et Nicolas, tous 2 âgés de 6 ans seulement. La cause de la mort est similaire à celle du père. Tous ont été abattus par plusieurs balles. June a été touché à 7 reprises, Sheila 2 fois, les petits Daniel et Nicolas 5 et 3 fois. C'est une boucherie dans cette maison. Elle est peu commune parce que 25 munitions ont été utilisées pour assassiner les 5 membres de cette famille, ce qui est énorme, et laisse penser d'entrée que la mort de ces personnes était l'unique motivation du meurtrier. Ce carnage était-il ciblé? La famille Bamber avait-elle un ennemi aussi violent dans son entourage? Ou est-ce justement ce que le meurtrier aimerait laisser croire? Une fausse piste? Impossible à dire pour le moment. C'est aux autorités de le découvrir avec l'investigation qui démarre. Neville et June Bamber ont mis tous les moyens en leur possession pour offrir à leurs enfants adoptifs l'éducation la plus aboutie. Seulement, Sheila et Jérémy ont tous 2 des traits de caractère bien différents. Une différence qui se creuse au fur et à mesure des années. Jérémy montre rapidement des signes de solitude. Il ne s'intègre pas bien à l'école primaire, ce qui est le contraire de Sheila, qui a beaucoup d'amis. Il est turbulent, il est difficile à contrôler, malgré la discipline que tentent de lui imposer ses parents. Cependant, Neville et June ne parviennent pas à canaliser le garçon, qui est finalement envoyé en pensionnat en 1970 à la Gresham School de Holt, dans l'Essex, alors qu'il n'est âgé que de 9 ans. Notez que les pensionnats anglais de cette époque sont connus pour appliquer une discipline de fer à leurs pensionnaires, peu importe l'âge de ceux-ci, mais pour bénéficier de cet enseignement particulièrement strict, il faut débourser une somme conséquente, ce qui en l'occurrence n'est pas un obstacle pour la famille Bamber. Jérémy est effectivement fortement encadré dans ce nouvel établissement, et il ne peut plus être autant indiscipliné qu'il l'était auparavant. Autrement, une sanction lui est infligée aussitôt. L'adaptation est difficile, non seulement à cause d'un environnement exigeant,
mais aussi parce qu'il fait l'erreur de révéler à des camarades qu'il est un enfant adopté. En soi, il n'y a aucun mal à ne pas avoir de lien biologique avec sa famille adoptive. Simplement, chez les enfants, une telle information peut rapidement se transformer en un motif de harcèlement, et c'est ce qu'il se produit pour le jeune Jérémy. Ses camarades lui rappellent fréquemment qu'il est adopté, mais surtout le surnomment de façon désagréable le bâtard. Les années d'internat sont un véritable calvaire pour le garçon qui n'en sort pas sans rien avoir appris toutefois, puisqu'il est évident que son tempérament a changé et qu'il s'est nettement calmé. Quand il en sort, il s'inscrit à l'université et réussit à décrocher son diplôme, ce qui rend très fier son père adoptif Neville, qui lui paye un billet d'avion pour l'Australie. Le jeune homme parcourra le pays ainsi que la Nouvelle-Zélande 4 ans durant, puis rentre en Angleterre en 1982. À son retour, ses parents lui proposent de travailler pour eux. Ils lui fourniront un logement, un cottage leur appartenant et se situant à environ 6 km de la ferme familiale. Ils lui offriront également une voiture pour ses déplacements, ainsi qu'une paye mensuelle de 740 livres sterling, ce qui est un bon salaire pour l'époque. Si cette proposition est mise sur la table, c'est parce qu'ils souhaitent qu'il soit le plus à l'aise possible, qu'il ne dévie pas du droit chemin qu'ils sont difficilement parvenus à lui faire emprunter, et puis c'est un coup de main non négligeable pour des parents dont, l'âge avançant, les capacités physiques diminuent. Et puis, la santé de June est également une question récurrente. Étant très croyante, elle a eu du mal à accepter que ses propres enfants n'adhèrent pas aussi profondément à la religion qu'elle-même, alors pourtant qu'elle a tout mis en œuvre pour qu'il s'en rapproche. Au point que cela a affecté sa santé mentale. Elle est tombée en dépression profonde parce qu'elle n'arrivait pas à accepter une telle chose. Et à l'époque, les troubles mentaux étaient soignés de façon moyenâgeuse. Le patient recevait des décharges électriques, aussi appelées électrochocs, pour remédier à sa condition mentale déclinante. Il était considéré à l'époque que de petites décharges électriques au niveau du cerveau permettaient une sorte de réinitialisation. Évidemment, cela ne fonctionne pas, sinon vous vous doutez bien qu'il y a longtemps qu'on aurait réinitialisé 2 ou 3 personnes. Tiens, d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à mettre le nom d'une personne que vous souhaiteriez réinitialiser, ça pourrait être marrant. Vous pouvez mettre n'importe qui. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Jérémy n'est pas le seul à contribuer à la dépression de June. Sheila, malgré un tempérament bien plus calme que son frère, met à rude épreuve sa mère adoptive vis-à-vis de la religion. Elle aime regarder les magazines dans lesquels les mannequins posent de façon sensuelle. Attirée par ce monde, elle rêve elle aussi de prendre la pose devant un photographe avant que son cliché ne soit publié. Évidemment, une telle orientation professionnelle n'est pas approuvée par June qui voit d'un très mauvais œil le mannequinat. Cependant, il y a bien pire. Un jour, Sheila annonce à ses parents qu'elle est enceinte. Un heureux événement, pourtant mal perçu à nouveau, pour 2 raisons. La première étant qu'elle n'a que 17 ans lorsque cela se produit. La seconde, cette grossesse a eu lieu hors mariage, ce qui est bien entendu inconcevable pour June, qui se trouve alors face à un dilemme. Elle pourrait imposer un avortement à sa fille, mais cette pratique est interdite dans la chrétienté. Ou conserver le bébé, conçu hors mariage, ce qui est également un affront vis-à-vis de la religion pratiquée. Il y a un choix à faire, et June emmène finalement Sheila se faire avorter en toute discrétion. Aucun membre de la famille n'en saura jamais rien. Sheila épouse tout de même cet homme, dont elle est tombée enceinte, en 1977. Il s'agit de Colin Caffel, un étudiant en art. Avec lui, elle aura finalement 2 enfants, Daniel et Nicolas, des jumeaux qui viennent au monde 2 ans après leur union, en 1979. Au départ, la petite famille est heureuse, mais peu à peu, Sheila soupçonne son époux de lui être infidèle, et ces soupçons seront confirmés quelque temps plus tard, entraînant ainsi la fin de leur mariage. Un divorce est prononcé 5 ans après leur vœu en 1982, et celui-ci a de lourdes répercussions sur la santé mentale de Sheila. La jeune femme sombre dans la dépression durant de longs mois. Cette rupture brutale lui brise le cœur. Elle a du mal à s'en remettre, au point d'être elle aussi envoyée en hôpital psychiatrique afin de subir des électrochocs. Daniel et Nicolas, quant à eux, sont placés en foyer durant presque 2 ans, avant d'être placés chez leur père Colin dans le nord de Londres. La santé de Sheila se dégrade à vue d'œil. Sa dépression cache en réalité une schizophrénie paranoïde. Ses discours sont très inquiétants. Elle parle de mettre fin à ses jours,
Ou encore, doter la vie à ses propres enfants qu'elle pensait posséder par le diable lui-même. Les rôles semblent s'inverser avec Jérémie qui, quelques années auparavant, était l'enfant donnant du fil à retordre aux parents. Mais aujourd'hui, il paraît heureux avec son emploi à la ferme et son logement gracieusement fourni par Neville et June. La situation commence à s'améliorer pour Sheila en 1985, puisqu'elle est à nouveau jugée apte à élever ses enfants conjointement avec son ex-époux, également père de Daniel et Nicolas. En août 1985, la famille Bambers prévoit donc de se réunir à la ferme familiale, notamment pour que Neville et June puissent enfin revoir leurs petits-enfants, qu'ils avaient perdu de vue avec les événements difficiles traversés par leur mère. Il est prévu qu'ils restent tous ensemble durant une semaine, puis les enfants rejoindront leur père pour un voyage en Norvège. C'est ce dernier, d'ailleurs, qui les dépose à la ferme des Bambers et le mardi 6 août 1985, tout le monde est réuni à la maison pour passer la soirée. Ce soir-là, tout se passe très bien. L'ambiance est bonne, le repas se déroule dans la bonne humeur, mais une remarque va faire basculer la conversation. Neville et June, en s'adressant à Sheila, lui suggèrent de placer ses enfants en foyer, sous-entendant qu'elle n'est pas en capacité de gérer leur éducation par ses propres moyens. Naturellement, une telle suggestion n'est pas du tout appréciée par la jeune maman qui n'hésite pas à faire savoir ce qu'elle pense. L'ambiance se dégrade fortement à partir de ce moment. Jérémie, à 21h30, estime qu'il est temps de quitter tout ce beau monde et rentre à son cottage. À peu près au même instant, Barbara Wilson, la secrétaire de la ferme des Bambers, téléphone à leur domicile. C'est Neville qui répond et elle remarque qu'il paraît agacé. En fond, elle peut entendre des voix. Des gens sont en train de parler fortement, comme s'il y avait une dispute. Un événement a priori rarissime chez les Bambers, mais elle n'en saura pas plus, Neville mettant rapidement fin à leur conversation. Le lendemain, en tout début de matinée, tous les membres de la famille présents dans cette maison sont découverts abattus par balles par les policiers. Devant la ferme, ce mercredi 7 août, les agents ressortent de la maison après avoir aperçu les cadavres et annoncent à Jérémie que l'ensemble des membres de sa famille viennent d'être exécutés. Le jeune homme fond en larmes. Après que ce moment d'émotion soit passé, les enquêteurs questionnent le jeune homme à propos de sa famille. Il leur expose le maximum d'éléments en sa possession, que ce soit les difficultés auxquelles était confrontée sa sœur ces derniers mois, ou bien la dispute ayant éclaté au moment où il a décidé de quitter les lieux. De prime abord, cette tuerie semble être un acte désespéré, certainement inconscient également de la part de Sheila, déjà affectée par une maladie mentale qui n'a pas supporté la remarque faite à son égard à propos de sa capacité à éduquer ses propres enfants. Elle aurait complètement craqué, se serait saisie d'une arme présente dans la maison avant d'abattre ses parents, ses enfants et de prendre sa propre vie pour terminer. C'est en tout cas ce que la police estime au regard des éléments qui leur sont fournis. Les agents sont même convaincus qu'il s'agit du déroulé exact des faits. Oui, mais souvenez-vous, Sheila a été touchée à 2 reprises, et au niveau de son cou à 2 endroits différents. Ce qui pose un gros problème si l'on se base sur la théorie des policiers. Comment aurait-elle fait pour se tirer dessus 2 fois, à 2 endroits différents, elle-même? Et puis, la police sur les lieux du crime ne sera pas exemplaire, loin de là. Les autorités décident de nettoyer la maison, prenant même l'initiative incompréhensible de brûler les draps tachés de sang se trouvant dans les chambres où des cadavres ont été retrouvés, ainsi que les tapis se trouvant au même endroit. L'explication à ce geste absurde est la volonté de la police de ménager Jérémie de l'horreur qui s'est déroulée en ces lieux. L'arme supposée avoir été utilisée dans cette tuerie est ramassée à main nue par l'un des enquêteurs, contaminant ainsi une preuve potentielle. Une véritable faute professionnelle dans ce genre d'investigation. Quelques jours après les meurtres, les funérailles de la famille Bamber sont organisées. Bien sûr, Jérémie s'y trouve. Il est effondré de voir les cercueils de ceux qui partageaient un repas avec lui encore 3 jours auparavant s'avancer dans l'église pour un dernier hommage. Pourtant, c'est précisément à cet instant que l'enquête va se relancer. Au cours de l'enterrement, le comportement du jeune homme est étrange. Entre 2 sanglots, il lâche des phrases laissant perplexe, comme lorsqu'il dit « À présent, c'est moi le patron », ce qui est rapporté par des proches présents le jour des funérailles. Plus bizarre encore, il a été aperçu en train de sourire. Pas un sourire qu'il rendait de façon aimable, mais plutôt celui qu'on fait lorsque l'on est satisfait d'un accomplissement.
Cela a suffisamment été surprenant pour que de nombreuses personnes remontent ce comportement curieux aux autorités, et qui estiment enfin qu'il y aurait peut-être lieu d'enquêter de manière approfondie sur ce massacre, plutôt que de se contenter de conclusions hâtives. Leur premier réflexe est d'analyser l'arme du crime en relevant les empreintes se trouvant dessus. Évidemment, celles-ci ayant été contaminées par le maniement sanguin de l'un des enquêteurs, ces empreintes digitales sont découvertes. Mais il y en a deux autres également. Les empreintes de Sheila et Jérémy sont présentes aussi. Simplement, ce n'est pas une surprise, ni dans un cas ni dans l'autre. Jérémy ayant affirmé que cette arme lui appartenait, et effectivement, il a pour habitude de chasser le lapin, tandis que les empreintes de Sheila, si elle est à l'origine de la tuerie, c'est normal qu'elle soit là. Quelques jours s'écoulent lorsqu'un cousin de Jérémy le rejoint à la ferme où le jeune homme vivait seul, après que les policiers lui aient remis les clés de celle-ci, étant la personne la plus proche des Bamber. Mais durant son séjour, ce cousin, qui avait déjà eu des soupçons à l'égard de Jérémy, ne se prive pas pour fouiller la propriété, tombant sur un élément curieux au fond d'un placard, le silencieux d'une carabine de calibre 22. Un élément qui fait s'abattre une pluie de doutes sur l'identité du tireur parce que la longueur qu'ajoute ce silencieux à l'arme empêche de retourner celle-ci contre soi. Autrement dit, il est impossible d'atteindre la gâchette seule si le silencieux est équipé sur la carabine. Comment Sheila aurait-elle pu sauter la vie ? Il est possible d'envisager l'hypothèse selon laquelle elle aurait tiré sans le silencieux. Mais en analysant celui-ci, du sang est retrouvé sur le bout, suggérant que ce silencieux était bien fixé à l'arme au cours de l'attaque. Sheila ne l'aurait pas simplement enlevé au moment de retourner l'arme contre elle, sinon celui-ci aurait été découvert à proximité de sa dépouille, et non dissimulé au fond d'un placard. Les langues commencent à se délier. Julie, la petite amie de Jérémy, doute de son innocence dans cette affaire. Elle rapporte aux enquêteurs plusieurs choses curieuses dans le comportement de Jérémy, notamment le soir du massacre. Elle affirme que son petit ami lui a téléphoné la nuit du 7 août. Il aurait confié que quelque chose n'allait pas, mais quand elle a essayé de creuser, celui-ci a immédiatement raccroché. Julie indique aussi qu'avant la nuit des tragiques événements, Jérémy se plaignait régulièrement de sa famille, en disant notamment qu'il en avait marre. Mais surtout, elle met la lumière sur un point important. Neville et June auraient rédigé leur testament en prévision de leur décès, et ils avaient décidé de léguer la totalité de leurs biens entre leurs deux enfants adoptifs, et ce partage serait équilibré entre eux. Ceci aurait déplu à Jérémy, qui aurait vu rouge en apprenant la nouvelle, estimant que tout aurait dû lui revenir. Enfin, il aurait fait une confidence donnant froid dans le dos. Jérémy aurait déjà parlé d'exterminer sa famille entière, et qu'il serait très facile de faire accuser sa sœur Sheila, celle-ci étant atteinte d'une maladie mentale. D'ailleurs, le soir de la tuerie, Julie a rejoint Jérémy, qui lui aurait dit en rigolant la phrase suivante. « J'aurais dû être acteur », sous-entendant qu'il a joué la comédie auprès des policiers depuis toutes ces heures passées avec eux. Des révélations incroyables, entachées peut-être d'un goût de vengeance, Julie ayant appris récemment que Jérémy lui était infidèle. Cette dernière s'est-elle rendue à la police avec ces éléments en vue d'aider les autorités ou pour nuire à son petit ami? Impossible à savoir. Et puis, il n'y a pas de preuves directes non plus. Évidemment, de son côté, Jérémy n'est pas resté sans rien faire dans son coin. Il a soufflé à la police le nom d'un potentiel suspect. Il s'agit d'un plombier qu'il avait embauché afin de réaliser quelques travaux sur la propriété. Cette piste est prise au sérieux par la police, qui lance des investigations à l'égard de cette personne, et il l'interroge. Simplement, l'homme n'a aucune idée de ce à quoi font allusion les enquêteurs lorsqu'ils lui parlent d'un massacre de 5 personnes. Et puis surtout, il a un alibi extrêmement solide pour la nuit au cours de laquelle les meurtres ont été perpétrés. Désormais, il ne reste plus qu'un seul suspect, Jérémy Bamber. Celui-ci ayant été incapable de fournir un alibi, il est donc placé en garde à vue. La police envisage enfin que Jérémy puisse être impliqué dans le meurtre de sa propre famille. Mais au bout de la garde à vue, il est relâché. Et une nouvelle erreur des autorités a été commise, puisqu'ils ne l'ont pas interdit de quitter le territoire. Ils ne l'ont pas placé en détention provisoire non plus, alors que ses ressources sont fortement augmentées depuis l'héritage qu'il a perçu. C'est ainsi que Jérémy quitte l'Angleterre pour se rendre en France, à Saint-Tropez,
Juste avant, il avait vendu la voiture appartenant à Neville et a même essayé de refourguer des photos nues de sa sœur qui avait posé pour un photographe. C'est le tabloïd The Sun qui était intéressé par ces clichés pour une histoire devenant de plus en plus médiatique outre-Manche. Cependant, Jérémy rentre en Angleterre le 29 septembre, et cette fois-ci, hors de question de le laisser filer à nouveau. Il est inculpé des meurtres de la famille Bamber et placé en état d'arrestation. Quelques mois plus tard, son procès débute, le vendredi 3 octobre 1986 plus précisément, et il y a fort à faire pour l'accusation en vue de démontrer la culpabilité de Jérémy Bamber. Le premier point exposé concerne les blessures de Neville Bamber. Celui-ci a plusieurs ecchymoses sur son corps, signifiant qu'il a été frappé. Il s'est donc défendu avant de mourir. Le médecin légiste suggère que les coups ont été portés par l'arme du crime elle-même, la carabine de calibre 22. Ce qui, selon l'accusation, exclut Sheila comme étant la meurtrière, puisque d'après le médecin légiste, il est peu probable qu'avec son gabarit, elle ait pu infliger de telles blessures à Neville avant de l'abattre. En revanche, Jérémy aurait tout à fait été capable d'une telle chose. Surtout, si le corps de Neville est recouvert d'ecchymoses défensives, celui de Sheila devrait en posséder aussi. Il est peu probable qu'elle soit parvenue à frapper son père à de multiples reprises sans être touchée. Ses ongles aussi sont intacts, ce qui est surprenant quand on sort d'une bagarre avec une personne plus puissante que soi. Bien sûr, la défense oppose à cette théorie la fragilité mentale de Sheila qui aurait été capable de n'importe quoi, y compris un quintuple meurtre. D'autant plus qu'ayant été élevée dans une ferme, elle connaît le maniement des armes et n'aurait eu aucun problème à tirer sur les cibles dans la maison. Un autre point prouve qu'elle est la meurtrière d'après la défense. Son sang était plus frais que celui des autres victimes. Elle aurait donc tiré sur tout le monde avant de retourner l'arme contre elle, mais qu'une fois qu'elle aurait pris conscience de son acte, ou alors quand la police a débarqué, comprenant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir. C'est une hypothèse, mais il y a 2 points qui la mettent à mal et qui sont présentés par l'accusation. Le premier étant que si elle avait tardé à appuyer sur la gâchette, le coup de feu aurait été entendu à l'extérieur par les policiers qui sont restés de longues heures devant la maison. Et lorsqu'ils étaient devant, il n'y avait aucun bruit, aucune lumière. En second lieu, il est prouvé qu'elle n'a pas pu retourner l'arme contre elle si celle-ci était équipée du silencieux, la gâchette étant inatteignable. Ce silencieux, d'ailleurs, a été retrouvé dissimulé alors qu'il aurait dû se trouver à côté du corps en toute logique. La défense, après cette démonstration, se trouve mise à mal et n'a plus de bouclier à opposer à l'accusation qui déroule alors les faits qui se sont réellement passés d'après elle. Le mobile de cette tuerie est la colère que ressentait Jérémy après la rédaction du testament et l'argent, puisqu'il aurait aimé percevoir tous les biens de l'héritage. Le mardi 6 août, dans la soirée, il a quitté ses proches entre 21h30 et 22h pour rentrer chez lui. Tard dans la nuit, il est revenu à l'aide d'un vélo qu'il avait emprunté à sa mère quelques jours auparavant. Il n'est pas passé par les routes principales. Une fois sur place, il s'est glissé dans la maison par la fenêtre de la salle de bain du rez-de-chaussée, restée ouverte. Ayant pris soin de laisser ses armes chargées sur place, il n'a plus qu'à récupérer sa carabine équipée du silencieux avant de se rendre dans la chambre de sa mère June dans un premier temps. Il a ensuite visé Neville qui s'est réveillé et s'est battu avec lui au premier étage avant de réussir à descendre, mais il est finalement abattu dans la cuisine. Après avoir tué son père, il est remonté dans la chambre pour tuer Sheila et ses 2 enfants, Daniel et Nicolas. Jérémy a ensuite imaginé une mise en scène en plaçant le fusil dans les bras de Sheila afin de la faire passer pour la meurtrière, puis est retourné chez lui à vélo. C'est à ce moment qu'il a téléphoné à Julie. Il est à peu près 3h du matin. À 3h26, il contacte la police pour annoncer le coup de téléphone de son père. Il avait composé son numéro depuis la maison de ses parents pour que le coup de téléphone apparaisse sur les relevés téléphoniques. Voilà pourquoi le téléphone de la cuisine des Bamber se trouvait à côté de sa base. En Angleterre, il y a 2 numéros de police différents, le 999 pour les urgences et le 101 pour une situation non urgente. C'est ce second numéro que Jérémy a composé, certainement pour ralentir l'arrivée de la police. Et puis, l'attitude de Neville ne colle pas non plus. S'il avait été menacé d'une arme, il aurait appelé la police directement et non pas Jérémy. Il n'y a pas de sang non plus sur le téléphone, alors qu'il aurait dû être blessé au moment de l'appel. Le comportement de Jérémy également est étrange. Pourquoi ne pas s'être rendu sur place immédiatement? Il s'agit de sa famille après tout. Tous ces éléments sont désormais en possession des membres du jury qui vont devoir rendre leur verdict.
Après 9 heures de délibération, Jeremy Bamber est reconnu coupable de ce quintuple meurtre et condamné à 5 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire reste très controversée outre-Manche. Cependant, il n'y a aucune preuve directe incriminant Jeremy, et beaucoup pensent qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. Sheila serait la véritable meurtrière. Jeremy, quant à lui, continue de clamer son innocence. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, bye.